bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection chez TalkPush. Et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, avant de commencer l'épisode, pour si tu n'avais pas entendu le dernier épisode que j'ai publié cette semaine, je vais arrêter le podcast. Et aujourd'hui, en fait, ça sera la dernière interview et on l'a fait justement avec Clément Martin. Et après cet épisode, en fait, il y aura un dernier épisode où je ferai le bilan du podcast et je vous raconterai en fait les détails sur les statistiques et je vous raconterai la suite de mon côté. Donc du coup, aujourd'hui, c'est Clément Martin qui est avec nous, CEO et founder de Rocket for Sales. Donc c'est la deuxième fois qu'il passe sur le podcast. Et du coup, dernière interview. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va comment de ton côté, Clément? Merci Eric pour cette invitation et puis je suis honoré de faire partie du dernier podcast. Je te suis depuis un moment maintenant. Et en cette période confinée, enfin déconfinement depuis quelques jours, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. On reprend gentiment. Parfait. Du coup, c'est avec grand plaisir justement de t'avoir pour ce dernier épisode. Justement, en fait, pour ceux qui ne savent pas, avec Clément, nous, depuis qu'en fait, on a fait l'épisode, on a pas mal échangé depuis. Et ça me paraissait logique en fait, d'avoir Clément sur le dernier invité en fait, pour le podcast. Et donc, justement, avec Clément, aujourd'hui, on va parler en fait, de ce qui fait le mieux, c'est comment dire, la carrière dans la vente. Donc, mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux raconter comment tu en es arrivé là, comment tu en es arrivé à monter Rocket for Sales et te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. En fait, Rocket for Sales, c'est un peu la suite logique de toute ma carrière, donc de 10 ans dans la vente. Effectivement, j'ai pris ma retraite dans la vente, mais au final, j'en fais toujours aujourd'hui avec ma société. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai démarré par une société de service, petite société, très, très formateur. Parce que c'est un environnement assez difficile, très, très compétitif. Mais j'ai eu la chance de tomber dans une société où j'ai eu de très bons formateurs qui m'ont aidé, même s'ils ne venaient pas du sales, qui était très bon dans la gestion des deals, etc. Donc ça m'a bien formé jusqu'au moment où je me suis dit, allez, Clément, maintenant, il faut mettre en place une petite stratégie de carrière. Il faut que j'aille dans quelque chose qui me passionne et qui est un leader du marché. Et c'est là où je me suis focalisé uniquement sur LinkedIn, parce qu'à l'époque, c'était 2013, ça fait quelques années, je passais mon temps déjà sur LinkedIn à identifier des cibles. C'était les CIO, les DSI, directeurs informatiques à l'époque. Et j'adorais ce produit. Donc, du coup, j'ai postulé. C'était assez rare à l'époque de postuler et puis d'être pris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait blacklister d'entrée. Alors, du coup, je me suis dit, comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors que je venais de nulle part. Et j'ai essayé de comprendre. Et là, je suis allé sur LinkedIn, tout simplement, et puis je suis allé voir les profils. Et je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour postuler sur Paris. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de comprendre, voir, et en fait, j'ai découvert que c'était Dublin. Dublin où il fallait aller. Et à un moment, je me souviens, c'était mi-août, je vois une offre passer où il y avait le mot CRM dedans. CRM chez LinkedIn, mais moi je vends du CRM, génial, go, on y va. Et là, tout s'est enchaîné. En un mois, j'ai eu l'offre, boum. Les gars, le recruteur m'appelle en me disant, bon, par contre, attention, hein, c'est bien Dublin, hein, tu viens bien. Je dis, non, mais pas de problème. Avec ma femme, on part, on quitte tout. Et donc, on a lancé LinkedIn Sales Navigator avec l'équipe sur le marché français pendant 3 ans, passé du SMB, donc petite, moyenne entreprise, au grand compte, à l'enterprise. Et c'était super intéressant parce que là, j'ai connu la machine LinkedIn.
Et en arrivant sur cette machine, j'ai découvert vraiment ce que c'était que je pense que tu connais très bien le bouquin Predictable Revenue, Oui. euh, voilà, qui est un peu la Bible, hein, je pense, euh, dessus. Et en fait, c'était exactement ça. C'était vraiment tout le monde au bon endroit, au bon moment, le bon message, etc. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, j'avais fait un peu le tour. Je comprenais, j'avais compris comment gagner. Donc, je me suis dit, bah, comment je peux développer encore mes compétences. Sachant que depuis le début de ma carrière, je m'étais dit, moi, je veux progresser et être expert dans la vente. Donc, je suis J'ai parti. une question avant que tu continues de ce côté-là. Ouais. T'as pas eu l'opportunité en fait de savoir si tu pouvais évoluer en fait au sein de la hiérarchie dans LinkedIn? Enfin, il n'y a pas des postes de manager qui s'ouvraient? Alors, je pense que j'aurais attendu, euh, on va dire, 6 mois, j'aurais eu un poste de management. J'aurais eu un poste de management en interne dû à mes performances, etc. Enfin, c'était pas gagné, mais j'aurais pu prétendre à un poste. Euh, Après, je suis passé, ils m'ont proposé un autre job, mais qui était plutôt un move, ce que j'appelle un peu latéral, ou passer de account executive à account manager. Mais qui, pour moi, j'avais déjà fait à peu près 80% des compétences acquises, versus le management où j'avais tout à apprendre autour de ça. Ouais. Euh, j'ai pas attendu les 6 mois. Alors, il y a eu deux facteurs. C'est un, ma femme était revenue à Paris, donc il fallait que je rentre à Paris. Donc ça, bon, tu ne peux pas trop le choisir. Ouais. Je pense que j'étais trop jeune pour prétendre à un poste de manager sur Paris. Et le deuxième facteur, je pense que j'aurais jamais autant appris que manager dans une startup. J'avais compris les concepts LinkedIn, la méthode LinkedIn, etc. Donc, du coup, je pouvais les projeter à l'intérieur de mes équipes et refléter ce que j'avais appris à l'intérieur. Mais là, tu es dans le grand bain, quoi. Dans une startup, tu es vraiment dans le grand bain. Faut jouer un peu tout, tous tes atouts pour pouvoir gérer ton équipe. Versus LinkedIn où bah, tu es un peu plus sur des rails de toute façon, tu n'es qu'avec des gens brillants, donc ça peut que fonctionner. Donc il y a un peu moins de challenge, à mon sens. Et donc, comment Donc, ça t'est venu en fait justement de te dire, enfin, bon, mis à part que ta femme est rentrée sur Paris, ouais. tu savais que tu allais rentrer sur Paris, pourquoi tu t'es dit que tu allais rejoindre une startup à ce moment-là? C'était pour toi, c'était la suite logique? Ouais, parce que je suis. Alors, ça vient aussi de mon profil, mais je suis plus entrepreneur. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai monté ma boîte. J'ai toujours su que j'allais monter ma boîte. Après, je ne savais pas quoi. Et en fait, une startup, ce qui est génial à l'intérieur de ces boîtes-là, c'est que bah, tu fais partie du réacteur, quoi. Tu fais partie du. Quand tu fais passer la boîte de 1 million à 2 millions, tu sais que tu as eu un réel impact dans la boîte. Quand tu fais passer LinkedIn de, je dis n'importe quoi, 5 à 10 millions, ouais, c'est cool, mais la boîte a fait déjà 5 milliards. Donc, du coup, tu as eu un impact, c'est sûr, sur la vie de tes collègues, mais moins sur la stabilité de la boîte. Donc voilà. Et moi, c'est plus mon état d'esprit. Quand tu compares à. En fait, à chaque fois dans ma carrière, j'ai créé des choses. C'est-à-dire que je suis arrivé dans ma première société où j'ai lancé une BU, qui était la BU e-commerce, CRM et cloud de chez Byzance. J'étais parmi les premiers 16. LinkedIn Sales Navigator, j'ai lancé la BU Sales Navigator. On était au tout début. Et puis là, je lance ma boîte aujourd'hui.
Et en fait, c'est un peu ça le fil conducteur. J'ai plus une capacité motrice à emmener les équipes, à emmener la dynamique, que d'arriver une fois que, en gros, on est plus dans une phase de plateau et que ça se stabilise. Voilà. Voilà. Et du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure, voilà. Après, je reviens chez LinkedIn, je sors de chez LinkedIn, pardon. Là, je prends des postes de direction commerciale où là, j'avais tout le scope, donc du sales. Alors, on n'avait pas de BDR, Business Development Representative, à l'époque. On avait juste account executive, donc sales en acquisition, account manager pour la fidélisation des clients et puis du coup des customer success pour le suivi et l'adoption de la solution. Et ce, France, Angleterre, Allemagne et Australie. Donc, du coup, c'était un scope très large. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire, tout industrialisé. Au tout début, il n'y en avait aucun qui utilisait le CRM, juste un qui répertoriait tout. Donc là, tu te dis, bon, ok, on y va, on met les mains dans le cambouis et on met tout d'écart. Donc ça, c'était vraiment, vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Et puis après, donc du coup, je suis resté 1 an, je suis passé à la boîte de 1 à 2 millions. Je suis parti parce que j'ai eu une super opportunité chez Wind en tant que VP Sales. Du coup, c'était super intéressant parce que du coup, là, il y avait vraiment une vraie dynamique de société qui avait déjà levé plus de 100 millions. Donc, du coup, c'était super intéressant. Mais pourquoi je suis parti, c'est plutôt pour… en fait, je sentais que je n'avais pas fait les bons choix quand je suis rentré, sorti de chez LinkedIn. Et en fait, je n'aurais pas dû choisir ces sociétés-là où il y avait plutôt une boîte avec des fondamentaux très tech, des fondateurs tech. Et ça, c'est une problématique que tu rencontres souvent. Maintenant que je discute avec beaucoup de gens sur le marché, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur. Donc, mon job aujourd'hui, c'est de les aider à éviter ces choix-là. Et le deuxième, je sentais que ce n'était pas forcément mon ADN de société, ça ne me représentait pas. Et donc, du coup, j'ai pris le choix de partir et donc de monter ma boîte pour aider les top performers du marché à être un peu comme leur agent sportif sur le bord du terrain, de savoir ce qui se passe sur le marché et dire attention, tu ne devrais peut-être pas aller par là, mais par contre, si tu vas de l'autre côté du terrain, ça pourrait être pas mal et tu pourrais continuer d'accélérer ta carrière. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aurais fait différemment, justement, quand tu disais là que sur les 2 boîtes, tu as fait. Enfin, depuis que tu es sorti de LinkedIn, tu penses que tu as fait des mauvais choix pour ta carrière? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Non, parce que, en fait, j'ai pas fait de mauvais choix dans ma carrière. Enfin, si, j'aurais pas dû aller dans ces certaines sociétés. Mais tout ça m'a guidé à faire cette société, Ouais. à créer cette société. Donc, c'est pas une mauvaise chose pour moi. Néanmoins, pour certains, ça pourrait avoir un impact très négatif dans leur carrière. Tu vois, on peut voir sur certains, il y en a, je pense que tu as pu souvent rencontrer des gens qui ont fait des burn-out, des gens qui se posent de réelles questions dans leur carrière, etc. Parce qu'il faut avoir le taux de tempérament de pouvoir se remettre en question aussi. Et tout le monde ne l'a pas. Moi, je savais que j'allais monter ma boîte. Parfait timing, je lance ma boîte et ça me laissait l'opportunité de me lancer et d'avoir un vrai projet concret associé. Mais qu'est-ce que j'aurais fait différemment?
Je pense que j'aurais été dans une boîte peut-être plus structurée, un petit peu dans une autre phase de société, quitte à avoir un peu moins de liberté de champ d'action pour continuer à progresser. Euh, je pense que c'est ce que j'aurais été, mais toujours dans une start-up, je pense. Je pense que c'est ce qui me convenait le mieux. Et du coup, justement, bah, comme tu sais que c'est des choix en fait que tu aurais peut-être pu faire d'autres choses justement par rapport à ça, du coup, tu as eu l'idée de faire Rocket for Sales. Et Ouais. aujourd'hui, en fait, concrètement, enfin, le thème d'aujourd'hui justement, c'est ça, c'est comment bah, construire ta carrière dans la vente. Donc, comment tu commenceras en fait justement de ce point de vue-là? Ah, ouais, c'est un vrai sujet de comment on fait, on démarre cette introspection sur sa carrière. C'est toujours, il y a un moment, il faut regarder dans le rétroviseur et de savoir se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce que je suis bon. Euh, Se poser beaucoup de questions de manière à être sûr de définir les bons fondamentaux pour la suite. Typiquement, en fait, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est définir quelles sont mes compétences. Où est-ce que je suis bon? Tu vois, par exemple, Eric, toi, tu vas avoir des compétences sur la prospection. La prospection, générer un meeting. Demain, je te parachute dans une autre société. Tu vas être excellent sur générer un pipeline, ce qui est une des choses les plus importantes qu'un sales a besoin. Parce que sans pipeline, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, du coup, quelles sont mes compétences? À l'intérieur de cette génération de pipeline, quelles sont mes sous-compétences à l'intérieur? Où est-ce que je prends du plaisir? Le deuxième angle d'analyse, c'est où est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que je prends du plaisir quand je prends mon téléphone et que je les appelle? Et ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai décroché le Graal et de prendre le rendez-vous. Je donne un exemple. Ou bien, bah, c'est quand je fais une disco call, donc un appel de qualification, euh, et je vais à fond dans le besoin, je vais jusqu'au bout du besoin et vraiment d'aller dans des détails très précis qui vont pouvoir m'aider à le transmettre à l'account exécutive. Bah tiens, regarde, voilà les pain points, voilà les problématiques du client, voilà comment tu peux rebondir dessus. Tu vois, c'est tous ces éléments-là qu'il faut définir en disant bah, où est-ce que je suis bon et quelle est la suite de ma progression dans ces compétences-là. Où est-ce que je m'épanouis? Tu vois, moi, par exemple, j'adore la vente complexe. J'adore la vente complexe. Je trouve qu'intellectuellement, je me fais plaisir. J'adore comprendre les, les jeux de pouvoir. J'adore comprendre qui il faut faire interagir à tel moment, etc. J'adore ça. Mais dans un autre axe, j'adore les deals un peu plus transactionnels parce que tu as plus de succès, plus récurrent, etc. Et donc, du coup, faut choisir entre où est-ce qu'on met le curseur entre ces deux. Exemple, tu vois, on en parlait l'autre jour, mais je sais que tu me disais, moi j'aime bien les deals enterprise, les stratégies grand compte. Ouais. Et donc, du coup, bah, peut-être qu'un futur pour toi, c'est développer cette compétence-là. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est d'accentuer là-dessus et d'initier ta stratégie de carrière autour de ça. Après, le troisième point qui est relativement important, c'est quel est mon objectif à 5-10 ans. Tu vois, je me souviens de mon premier entretien, mon tout premier entretien, et la boîte qui m'a recruté, Isance, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, j'avais 22 ans, je ne savais pas trop, parce que j'étais au tout début, je ne savais pas trop. Et je me dis, mais tu sais, moi, je voudrais être expert en vente. Vraiment développer une expertise et de savoir vraiment vendre, vendre à terme. Pourquoi? Parce que si demain, je monte ma société,
bah, au moins, je pourrais mettre du pétrole dans le réservoir de ma société. Et je me suis focalisé là-dessus. Et donc, pendant les 10 ans, mon job, ça a été de comprendre la vente, comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait vraiment progresser. Quatrième point, tu me coupes hein, si tu as, des questions ou t'hésites pas. Ah, pas de souci. Si, si je donne trop de détails ou pas. Quatrième point qui est intéressant, moi je trouve, c'est se poser les bonnes questions par rapport à la partie salaire. Et ce point-là, T'entends quoi par ça? ouais, c'est une bonne question parce que c'est toujours le sujet épineux. C'est toujours le sujet où difficile à répondre. Tu ne sais pas trop comment répondre à cette question-là. Tu as envie de progresser, mais il ne faut pas être délirant ou est-ce que j'ai été trop délirant dans mes demandes de salaire, etc. Et en fait, c'est sur une échelle de 1 à 10, définir quel est le degré d'importance. 1 étant peu d'importance et 10 étant ouais, moi j'ai envie de vraiment gagner d'argent. Et ça, ça a un réel impact. C'est-à-dire que si demain ta stratégie c'est de dire bah, moi j'ai envie de travailler dans une start-up, bah, ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce qu'il y aura une problématique de bah, elle ne pourra pas te financer la start-up. Si tu vas après, tu peux aller dans des boîtes type américaines, etc., qui sont réputées pour bien payer les commerciaux. Ben, il y a différentes typologies. Il y a des sociétés qui vont t'accélérer ta carrière, mais que tu vas peut-être être un peu moins payé, que d'autres où tu vas avoir une pression beaucoup plus importante. Et du coup, le reward, la récompense, va être le salaire. Et donc, en se posant la question de combien je veux être payé, ça va être très important parce que c'est là, ça va te permettre aussi de mettre le doigt là où tu peux ou tu ne peux pas aller. Enfin, une fois que tu as fait tu t'es posé tes 4 questions, tu as vu, on ne s'est même pas posé la question de quel job je veux avoir. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir se poser la question et de se dire quel type de job. Tu vois, j'ai eu des amis quand j'étais chez LinkedIn qui sont passés du sales à sales ops. Donc, rien, sales operations. Donc, rien à voir. Hein, c'est beaucoup plus mathématique, beaucoup plus intellectuel, etc. Mais donc, c'est possible. Et là où c'est intéressant pour lui, c'est qu'il a un solide bagage de commercial, donc du coup, il le comprend. Quand il va définir un territoire, il va comprendre ce qu'il pense à l'intérieur, comment un commercial pense, et se focaliser dessus. Est-ce que je veux être un sales operation? Est-ce que je veux rester SDR? Est-ce que je veux passer account executive, AM, customer success, management, etc. Et quel job est fait pour moi? Tu vois, je rencontre de plus en plus de sales, ils ont entre 40 et 50 ans, et les gars, ils s'en fichent de passer sur du management. Il y a des gens, Pourquoi? ils veulent pas cette responsabilité de gérer une équipe. Parce que, justement, là, Exactement. moi, on avait parlé comment dire, dans les appels qu'on a eus là, en début d'année. J'étais passé sur un poste, justement, bah, de responsable. Et justement, là, ce que j'ai appris, c'est que bah, si déjà, enfin, la vente, c'est dur, bah, gérer une équipe de vente, c'est encore plus dur. Parce que t'as pas d'impact direct sur les résultats de ton équipe. Donc Exactement. je pense que ça se comprend aussi qu'il y a des gens encore qui ont 50, 60 ans qui sont encore dans la vente, qui veulent pas justement passer à cette étape-là. Exactement. Et on en voit de plus en plus qui étaient managers, qui repassent sales
pour retrouver cette adrénaline de la vente. L'adrénaline de closer un gros deal, etc. Et ça, on le retrouve. Et je pense que le management, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Moi, je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, c'est quand j'étais, tu vois, j'étais à la fin chez LinkedIn, chez Isance, pardon. Et je devais avoir 26 ans, 27 ans. Et je voulais monter en management. J'avais vraiment envie de monter en management pour transmettre à mais tu vois, j'avais 4 ans d'expérience, donc c'était pas grand-chose. Mais j'avais envie. Et le gars me dit, mais tu sais, Clément, attends, continue à te former, continue à progresser, maîtrise la vente. Je pense que ce serait mieux pour toi. Et en fait, alors, sur le coup, ça m'a un peu vexé, parce que je me suis dit, il me dévie ma trajectoire, etc. Mais je pense que c'était un excellent conseil de sa part, parce que ça m'a permis de monter en maturité sur la compréhension de la vente dans son cycle, dans sa globalité. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu. Et je suis monté en management. J'ai attendu 4 ans après pour pouvoir monter. Donc voilà, c'est pas une fin en soi. Il faut aimer ça. Il faut aimer gérer aussi des hommes. Ce qui est, tout le monde n'aime pas forcément ça. Et c'est pas parce qu'on est manager qu'on gagne plus d'argent. Souvent, les meilleurs sales gagnent beaucoup plus d'argent certaines fois qu'un patron d'entreprise. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens et de ce que l'on veut faire. Exemple, si l'argent est important dans le processus de réflexion, passer Customer Success et être bien payé sur ce job-là, faut quitter la France et partir au UK, quoi. Sinon, ça va être un peu compliqué. Ou passer dans les boîtes américaines. Parce que c'est pas ça sur le revenu de ces postes-là, c'est pas aussi intéressant que sur un poste d'acquisition dans la vente. Exactement. Et aujourd'hui, les postes qui rémunèrent le mieux dans la vente, c'est les postes d'acquisition. Et je pense que tu dois le savoir, toi Eric, qui est vraiment impactant sur la prospection tous les jours. Faire le métier d'aller chercher le deal, c'est dur, c'est difficile, etc. Donc du coup, c'est normal que ça soit rémunéré. Donc voilà, donc on s'est dit jusqu'à présent, se définir les fondamentaux. 1, mes compétences, où est-ce que je m'amuse, m'épanouis. 3, c'est quoi ma stratégie long terme, 5-10 ans. 4, quelle est l'importance de la rémunération. Ensuite, quel job je veux, où est-ce que je veux aller. Et après, il y a un point qui est vraiment important qu'il faut regarder, c'est quelle typologie, on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure, c'est quel cycle de vente je veux. Et là, une bonne manière de regarder, c'est quel est le panier moyen. Est-ce que je veux être sur un panier moyen faible, pour prendre un exemple, pour que tout le monde soit conscient du sujet. On va être, prenons le cas de Doctolib. Doctolib, on est sur des paniers moyens très faibles. Un client, il va dépenser allez, je dis n'importe quoi, ça doit être entre 50 et 100 euros par mois, donc 1000 euros par an à la louche. Donc du coup, un objectif annuel pour un commercial va être entre 200 et 300 000 euros. Donc, combien il faut que tu vendes de solutions pour atteindre l'objectif? Donc, du coup, je te laisse faire les maths, ça doit être à peu près entre 200 et 300 par an. Bien joué. Jusque-là, je ne me trompe pas.
Et bien là, il faut beaucoup de volumétrie. Ça veut dire un par jour. Donc, du coup, c'est énormément d'énergie, énormément de vélocité. Et voilà. Est-ce que je m'amuse dans cet environnement? Oui, non. Ou est-ce que je veux aller faire comme toi, Eric? Bon, bah, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire de l'account mapping, donc gérer, savoir qui sont les décideurs, savoir qui influence quoi, savoir comment on amène un deal à 100, 200, 1 million sur la table. Ça m'amuse. Ben, en fait, toute cette strate, il y a plusieurs étapes. Tu as l'hypertransactionnel, le transactionnel, le mid-market, où on va plus vendre, plus on augmente dans les paniers moyens, on va augmenter, on va vendre de la valeur, ce qu'on appelle vendre de la valeur, vendre le projet, jusqu'à un, un, un poste qui est assez méconnu, mais c'est le Global Account Manager, où c'est un peu le chef d'orchestre. C'est un manager commercial avant l'heure. Lui, il va implémenter la stratégie au niveau du C-level et redescendre la stratégie avec ses sales pour faire en sorte que ça soit successful. Et là, on n'est plus du tout sur la même typologie. On passe d'un Doctolib à typiquement un Microsoft. Un Microsoft qui va mettre une stratégie de global account et dérouler des stratégies à l'intérieur. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes cycles de vente. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce que je veux aller en termes de panier moyen, de cycle de vente? Parce que là, ça va aussi avoir un impact sur les questions qu'on s'est posées au préalable. Ah, Exemple, plus ton panier moyen il va être élevé, moins ton salaire pourra grandir dans le temps. aussi, ça, c'est aussi un des points importants à savoir. Donc, du coup, si tu vas dans le transactionnel, tu sais que ton salaire aura très peu de chances de pouvoir évoluer. Voilà, tu peux avoir un salaire plus que décent dans le transactionnel. Mais tu sais que tu vas avoir un plateau. Il y a un moment, tu vas toucher le plafond de verre et tu ne pourras plus augmenter. Et donc là, ça sera frustrant, etc. Et il sera trop tard pour redescendre sur un poste de sales et remonter dans les étages. Voilà. Mais encore une fois, ça fait partie d'une stratégie de où est-ce que je me sens le mieux et où est-ce que je m'amuse le mieux dessus. Donc voilà, donc une fois que tu as défini ta typologie Du cycle de de cycle vente. et où tu t'amuses, tu vas pouvoir aller. Alors, il y a un point qui est ultra important, et moi je pense que c'est l'erreur que j'ai faite avant de monter ma boîte, c'est de choisir la bonne société, la typologie de société qui nous convient. Tu as différentes typologies de sociétés. Tu as des startups early stage. On va les prendre un peu presque dans l'ordre. Tu as des startups early stage. Donc là, c'est vraiment, tu es le premier sales, tu as les mains dans le cambouis, tu n'as même pas de produit, faut aller vendre. Et là, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile. Tu sais que tu as 2 ans presque de galère pour faire démarrer le sujet. Après, tu peux passer sur des scale-up, où là, c'est driver à l'énergie et accélérer. Tu peux tomber dans des boîtes un peu plus corporate, un peu plus larges, avec des process un peu plus lourds, etc. Mais il n'y a pas de bonne société. C'est plus quel est ton ADN. Tu vois, toi, Eric, là, tu es dans une start-up. Du coup, tu dois faire peut-être feu de tout bois pour trouver des solutions, etc. Donc, du coup, est-ce que, donc c'est une question pour toi, est-ce que si tu rentres dans une boîte un peu plus costaud, est-ce que tu vas t'amuser? Un peu plus structuré, un peu plus organisé? Est-ce que ça ne va pas être un manque pour toi d'avoir de la liberté? Dans la boîte où j'étais avant, justement, était plus grosse que la boîte où je suis actuellement. Après, on n'avait pas autant de liberté, ça c'est sûr, et ouais, j'étais pas mal frustré quand même par rapport à ça. Je pense que, bon, après, c'est chacun sa façon de voir les choses sur ça, comme ce que tu disais.
Si tu es content d'être dans une structure où les process sont déjà en place et tu fais juste exécuter en fait le process, c'est bien. Là, en fait, ici, c'est pas une question que j'aime pas exécuter le process, mais si tu vois que le process ne fonctionne pas, tu vas pas le faire bêtement. Mais malheureusement, c'était comme ça dans la boîte où j'étais. Et ça, c'est un truc qui m'avait pas plu. Là, dans la boîte où je suis, il n'y a pas de process comme dans la boîte où j'étais avant. Il faut le construire. Et au moins, on peut tester, voir ce qui fonctionne et continuer sur ça. Et c'est ça qui m'attire plus de ce côté. Ah, ouais, bien sûr. Et donc, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux rentrer dans une boîte agressive commercialement? Et donc là, l'avantage de la boîte agressive, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent, mais par contre, tu vas le payer en micromanagement, etc. Et voilà. Donc il y a toute une typologie de boîte, mais c'est Et ça, une question sur discuter. ça. Ça se Ouais, ressent aussi, parce que là, tu disais une boîte qui est agressive sur le côté sales. Parce que ouais. tu- si par exemple, c'est une boîte qui fait de l'enterprise, qui est agressive, quand l'enterprise, justement, c'est un cycle beaucoup plus long. Enfin, tu peux pas être aussi agressif que sur du transactionnel. Du coup, ça se passe comment par rapport à ça? Alors ça, c'est une excellente question. Alors il y a quelques boîtes sur le marché, que je n'aimerais pas, qui sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent, mais ils sont extrêmement forts. C'est-à-dire que je pense que tu sors de ces boîtes-là, tu es, un des meilleurs sales sur le marché en termes de vente. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis un système presque proche Doctolib en termes de process de vente sur de l'enterprise. C'est tous les jours, ils vont te demander: ah ben, Elric, où est-ce que tu en es sur ce deal-là? Qu'est-ce que tu as fait avancer hier? Comment ça se fait que ce n'est pas avancé? Et donc, du coup, ce qui fait que tu vas respecter chaque étape du cycle de vente au cordeau. Et du coup, tu maximises tes chances de gagner le deal. Et plutôt que d'avoir un cycle en 12 mois, tu vas le faire redescendre à 6 mois, à 9 mois. Et donc, du coup, tu vas accélérer tous tes process et du coup, devenir vraiment bankable en termes de closing. Donc, ça c'est des sociétés où c'est très formateur. Il faut avoir la capacité à tenir la cadence. Mais si tu as la capacité à tenir la cadence et que l'état d'esprit te convient, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et quand tu ressortiras, c'est un peu comme avoir fait le service militaire, quoi. Tu t'es bien donné. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments à regarder. Alors la difficulté aussi, un jour j'ai demandé à un pote, je lui dis, si demain tu dois revenir de sortir de ta boîte, lui il a du gain actuellement. Il me dit, ouais, je lui dis, où est-ce que tu vas chercher la boîte? Il me dit, ouais, welcome to the jungle, il y a plein de choses, etc. Du coup, c'est chouette. Mais si tu regardes le nombre de sociétés qu'il y a sur Welcome to the Jungle, tu as peut-être aujourd'hui sur le marché 2000 boîtes dans la tech en France. Que ce soit boîtes françaises, américaines, toute typologie, tu as à peu près 2000 boîtes, ouais, un peu plus de 2000 boîtes dessus. Donc, la difficulté, c'est est-ce que je vais avoir un bon fit avec la société? Et de savoir, est-ce que tu es une boîte agressive, est-ce que tu es une boîte plutôt conservatrice, un peu traditionnelle, très top-down, donc le management qui dit et qui redescend à ses équipes. Est-ce que c'est une boîte un peu plus comme Alan ou avec une hiérarchie très plate, très plate, etc. Donc, il faut investiguer, il faut prendre son temps pour bien analyser les sociétés. Du coup, là, sur ce point-là, ce que tu es en train de dire, enfin, en gros, il faudrait, toi, quand tu cherches justement quelle typologie de boîte te plaît le plus, c'est te poser, faire la liste des boîtes qui pourraient t'intéresser, entre guillemets, et contacter des personnes de la boîte justement pour essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnent.
Le panier moyen, tu peux le voir en regardant le site internet. Tu sais, plus ou moins en regardant la liste de ses clients. Mais je pense que savoir comment est leur type de management ou leur structure, ça faut parler directement avec leur équipe. Exactement. Exactement, et c'est ultra important. Et puis, c'est utiliser d'autres personnes, pas forcément parler au management, parler aux commerciaux, de savoir comment ils sont, comment ça fonctionne, etc. Et ça, c'est super important à faire avant. C'est ce qu'on appelle un peu une due diligence. Tu vas investiguer un peu comme un inspecteur, et puis tu vas essayer de savoir ce qui se passe avant d'y aller pour pas que tu aies de mauvaises surprises pour la suite, parce que ça pourrait avoir un impact très négatif. Un burn-out ou quoi, ça peut avoir un impact très négatif sur la suite de ta carrière dessus. Donc, on a défini tout ça. Maintenant, on se crée une petite liste, tu vois, c'est un peu comme dans ta prospection au final. Hein. Tu te crées tes critères, j'ai défini mes critères, j'ai défini mon persona, pour reprendre un peu des termes business. J'ai fait ma liste de comptes qui me correspond dessus. Maintenant, comment je fais pour rentrer? C'est la grande question. Et donc, il y a plusieurs éléments. Soit on va y aller par le réseau. Donc ça, c'est toujours une bonne porte d'entrée. Mais faut-il encore que le réseau il sache faire les bonnes mises en relation en interne. Donc ça, c'est le premier point. Après, il peut y avoir des cabinets de recrutement, des agences de recrutement. Il y a les job boards, etc. Euh, sans surprise. Mais le plus important, c'est de savoir comment je peux maximiser mes chances. C'est comme dans un deal pour rentrer dans cette société. Et une fois que j'ai défini le meilleur canal pour y rentrer, eh bien j'y vais soit en prospection, soit en candidature pour rentrer dedans. Donc, c'est ça. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, toute la stratégie est mise en place et on sait où on veut aller. Et bien, derrière, on va pouvoir se préparer pour les entretiens. Et là, c'est encore, je pense que ça peut faire même l'objet d'un nouvel épisode. Justement, j'avais une question sur ce que tu es en train de dire là, de comment trouver le bon moyen en fait pour postuler à l'offre. Qu'est-ce que tu recommandes sur ça? Parce que pour moi, ce qui paraît logique maintenant, je pense qu'au début quand j'ai commencé, pour moi, c'était postuler sur le site et attendre. Et maintenant, pour moi, ce qui paraît logique, c'est premièrement, regarder sur LinkedIn, justement, l'équipe commerciale. Bien sûr, regarder s'il y a des offres pour pouvoir s'y recruter. Donc, s'il recrute, c'est voir qui est le manager potentiel de cette équipe pour ce poste. Et ensuite, en fait, justement, c'est commencer à la rajouter, ce manager, et parler directement avec lui, mais aussi postuler directement sur le site, parce que je sais que dans le process de recrutement du manager, tu dois passer sur leur site pour pouvoir être considéré en matière entre guillemets. Donc, comment toi tu prendrais cette approche? Alors, je pense que ça dépend de la taille de la société, du process, des process, etc. Et la meilleure manière de rentrer dans une société, c'est d'utiliser le réseau. Mais faut-il avoir fait encore toutes les étapes avant? C'est-à-dire toutes les étapes qu'on s'est dit au préalable. Parce que typiquement, moi aujourd'hui, j'aurais demandé avant de rentrer chez LinkedIn, j'avais pas de réseau chez LinkedIn, donc du coup déjà j'ai été fichu. Et j'aurais pu faire des pieds des mains avec quelqu'un pour qu'il me référence. Potentiellement, ça n'aurait pas forcément marché parce que j'avais pas forcément le bon réseau, etc. Autre chose, tu peux avoir de l'approche directe. Tu as vraiment envie de travailler avec la boîte. Un jour,
j'ai aidé une personne il y a plus d'1 an maintenant. Il voulait absolument rentrer dans cette boîte-là. Je lui dis, bah, t'as postulé? Il me dit, bah oui, oui, j'ai postulé. Je fais, tu sais quoi? Je contacte en direct le PDG de la boîte. La boîte est petite, c'était 40, 50 personnes dessus. Ouais. Et du coup, lui, il attendait sa réponse à sa candidature, mais ce n'est pas forcément le PDG qui regarde toutes les candidatures. Donc du coup, je lui ai dit, bah, contacte-le, génère un call avec lui. Au final, c'est ce qu'il va te demander en tant que sales C'est ça. dans le futur. Donc du coup, c'est aussi montrer en amont que tu sais faire le job. Après, il ne faut pas le faire sur n'importe quelle société. Je sais pas, moi aujourd'hui j'ai ma boîte, des fois il y en a, ils m'arrosent et je vois bien que c'est du spam. Donc du coup, aucun intérêt. En disant, Oui, bah, bah c'est la oui, même chose que dans la prospection au final, hein. Tu vas pas spammer les gens. exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de cibler la bonne personne avec les bons mots pour que ça soit suffisamment impactant. Mais c'est montrer l'effort aussi. Ça, c'est un bon moyen. Deuxième moyen, bah, effectivement, passer par les boîtes de recrutement qui travaillent avec ces boîtes-là, mais faut-il encore savoir lesquelles travaillent avec les boîtes cibles. Puis après, tu as les job boards. Après, par exemple, si tu cibles d'aller à Dublin, tu peux prendre un avion, tu vas à Dublin, tu passes 3 jours à Dublin. Je te prie de croire qu'au pub, tu vas trouver des gens de chez Facebook, Google, LinkedIn à chaque pub et en plus, ils parlent français. Donc c'est un réseau qui est relativement facile et ça te permet de rentrer en contact avec des gens. Donc voilà, donc ça c'est une bonne manière de rentrer. Ou tu vois, on a publié une analyse que peut-être que tu as lu et que les auditeurs liront sur notre site. En fait, on a publié une étude qu'on a fait sur comment maximiser tes chances pour rentrer soit chez Oracle, soit chez Salesforce. On a fait 2 études différentes. Et typiquement, là, sur la dernière qu'on a fait pour rentrer chez Oracle, ce qui était intéressant, c'est que dans 80% des cas, il faut être passé soit par une boîte de logiciels américains, donc ça c'était 45%, 46% des cas, il faut être passé par une boîte américaine. Mais si tu n'es pas passé par une boîte américaine, tu as encore une chance quand même. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est de passer dans les logiciels, dans les boîtes de services de premier rang, type Capgemini, Soprasteria, Econocom, Alten, etc. Ou Atos en software. Et ça te donne, et en gros, tu as à peu près 40% des gens qui viennent de cet univers. Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on va parler vraiment de stratégie de carrière. C'est-à-dire que si je rentre chez Cap pour démarrer ma carrière, bah, tout d'un coup, je maximise mes chances de travailler dans 5 ans dans le nouveau Salesforce. Du coup, Potentiellement, ce que tu ça es en train... sera En fait, ce que tu es en train de dire, justement, du coup, en gros, bah, les décisions que tu prends aujourd'hui dans la boîte que tu rejoins, ça a des conséquences sur les 5 prochaines années. exactement. Exactement. Et- Et donc, là, si aujourd'hui tu rejoins, je dis pas n'importe quoi, Alten, Capgemini, Econocom, etc., bah, là, tu as beaucoup plus de chances de rentrer chez Salesforce ou, je dis n'importe quoi, peut-être que le futur Salesforce est ServiceNow demain. Et du coup, dans 5 ans, potentiellement, tu as un super job chez ServiceNow. Etc. Donc, c'est comment tu maximises tes chances de rentrer dessus. Ça ne veut pas dire que c'est le seul
moyen d'y arriver. Et je pense qu'au final, je suis un bon exemple parce que je venais d'une petite SS2I qui, ESN maintenant, de 30 personnes à la base, 100 personnes quand je suis parti, à rentrer chez LinkedIn. J'ai eu une chance incroyable, mais bon, je suis allé la chercher, quoi. Je suis allé la chercher, ma chance. Donc, tout C'est est ça. possible. Après, c'est OK, si j'ai une stratégie de carrière en tête, demain, moi, je veux être VP Sales, CRO, Chief Revenue Officer, donc le patron des sales, d'une boîte de 500 personnes. OK, bon, bah, c'est quoi ma trajectoire de carrière? Est-ce que je vais chercher du management dans une boîte de software de renom pour pouvoir obtenir demain un poste de CRO dans une boîte plus petite, potentiellement. Mais il faut avoir bâti une stratégie. Si je veux, tu vois, par exemple, un de mes managers chez LinkedIn, lui, il était passé par chez Oracle, il était passé par chez Symantec, etc. Aujourd'hui, il gère une énorme équipe chez Criteo de New Business. Et du coup, lui, il a une trajectoire assez linéaire dans les boîtes de la tech. Et donc, du coup, ce qui l'amène aujourd'hui à gérer dans une des plus belles boîtes françaises de la tech, quasiment 200 personnes, etc. Oh, Et il a mis bah, 15 ans à y arriver. ouais, comment dire, bah, c'est un choix, justement. Je pense que s'il a fait est passé de ces boîtes-là, ces boîtes-là. Voilà, parce qu'il avait une stratégie de carrière bien définie, il savait pourquoi il était fait et, et comment y arriver. Et, et voilà. Ok. Un point et un dernier point qui est relativement important, parce que sinon on pourra en parler pendant des heures. Euh, et, euh, en fait, c'est trouver ses mentors. Et je pense que ça a un relativement fort impact dans la carrière des gens. Tous ceux qui sont à des grands postes qui font rêver, les postes de CEO, les postes de VP Sales, etc., ils ne sont pas rentrés là par hasard. Ils sont rentrés parce qu'ils ont eu des mentors à un moment dans leur vie qui les ont emmenés potentiellement de société en société. Ils ont parié sur cette personne-là et ce qui les amène à avoir un poste de leadership parce qu'ils vont être introduits par ce mentor ou le mentor grimpe dans la hiérarchie avec. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas reposer toute sa stratégie carrière là-dessus parce que il se peut que le mentor se trompe, etc. Et là, on se trompe avec. Mais il est important de bien s'entourer et de savoir qui peut te faire grandir dans ta carrière. D'un point de vue compétence, bien entendu, mais aussi en tant que personne, en tant que futur manager, et de savoir comment gérer ta carrière. Et je pense que ça, c'est relativement important d'avoir des gens qui t'inspirent et te guident pas à pas au fur et à mesure de ta carrière. Donc voilà. Je pense que ouais, c'est un très bon Euh, point parce que c'est comme ce que tu disais, en fait, c'est pour arriver à la prochaine étape de ta carrière, en fait, c'est ce que j'avais vu et ce que je suis en train de faire justement, c'est trouver justement un mentor bah, qui est là, qui est dans le poste dans lequel en fait je voudrais aller. Parce que lui, en fait, il te donnera, enfin, en gros, son expérience pour y arriver. Exactement. Tu avais un autre point à rajouter ou avant Je que je pense passe que sur les tu dernières as donné questions? pas mal de choses. Je t'ai donné pas mal de choses. Et tu vois, on pourrait en parler des heures sur ce qu'on est en train de bâtir autour de ça. Mais je pense que là, déjà, pour ceux qui écouteront, ça donne déjà des grosses pistes de réflexion, de structuration de sa pensée sur une stratégie de carrière qui devient, je pense, un des sujets très importants
pour la suite. Pourquoi? Parce que l'écosystème est en train de se structurer. C'est un écosystème qui est très attractif. On progresse très vite et on peut être frustré, etc. Et donc, si on ne bâtit pas une stratégie claire, eh bien, on peut faire des mauvais choix et donc, du coup, d'avoir un impact assez négatif et être frustré de la trajectoire de carrière qu'on peut avoir. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un truc que je faisais pas au début, justement, et que je me pose pas mal de questions sur ça parce que, comme tu dis, je pense que se poser et réfléchir au type de boîte dans lesquelles tu veux bosser, enfin, et tous les points que tu as mentionnés aujourd'hui, c'est ce qui va vraiment te permettre d'évoluer. Parce que si en gros tu postules à des boîtes sans réfléchir, enfin, c'est juste parce que c'est une startup qui est sur le marché et tu veux être dans une startup sans penser à 5-10 ans et te permettre d'avoir fait cette stratégie, tu sais quel chemin prendre. Parce que si tu dis, ouais, je voudrais être VP Sales de Salesforce, tu vas pas aller dans des startups pour faire ça. Exactement. Et dans 5 ou 10 ans, je pense pas que tu y seras. Ce sera dans 15-20 ans, je pense plus. Exactement. Donc, Exactement. pour terminer justement cette partie qui était l'interview, maintenant on va passer sur les questions de la fin. Il y en a deux. Donc la première, c'est en ce moment, en contenu ressources, qu'est-ce que tu lis ou écoutes et qui t'influence le plus? Ce que j'ai lu dernièrement, j'ai lu un bouquin qui était très bien, je trouve, et que j'ai transmis à mes équipes. C'est de Winning by Design sur le métier de account executive. J'ai trouvé ça très bien parce que, alors c'est en anglais, il faut le savoir, je ne l'ai pas trouvé en français. Mais j'ai trouvé ça très bien parce que ça reprend toutes les étapes du cycle de vente et de manière très structurée. Très bien fait, très bien écrit, simple, avec des exemples, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, En sales, qu'est-ce que je peux lire aussi? Sales Hacker, Nico, tu m'as recommandé un bon article l'autre jour, j'ai trouvé ça très bien. Euh, et c'est à peu près tout. Après, c'est aussi l'actu des sociétés, de savoir ce qui se passe au sein des sociétés. Ça, c'est des choses que je vais regarder. Et puis, la meilleure des choses pour apprendre, c'est de rencontrer des gens. Donc, je rencontre pas mal de gens. Pour revenir sur le livre là, comment dire, que tu as mentionné, j'ai pris celui des IR, justement. Ah oui, J'ai pas acheté les autres parce que, en gros, enfin, je voulais pas le prendre sur Kindle parce que c'est comme il y a pas mal de process, de dessin dedans. Sur la Kindle, je pense pas que ça va se voir très bien. Donc, j'ai pris directement le bouquin et là, je suis en train de le lire et waouh, ouais, il est top, hein. En fait, je l'avais découvert sur LinkedIn par justement un VP de sales d'une boîte aux US qui avait ouais, dit si tu veux comprendre comment fonctionne un process de vente, achète les 6 bouquins qu'ils ont fait Winning by Design. ouais, Et, juste en lisant ça, tu vas te prendre une claque. ouais. Et la dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne motivée, en fait, du coup, qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que meilleur, le meilleur conseil, ce serait de faire confiance au, à une personne qui inspire et de bosser à fond. Bosser à fond dessus. Pourquoi? Parce que tu vas grandir beaucoup plus rapidement, tu vas comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est se laisser guider par ce mentor, on peut encore le trouver, et d'écouter et de se donner au maximum. Et c'est ce qui te permettra de grandir ultra rapidement. Et complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je pense que
enfin justement faire confiance à cette personne. Parfois, en fait, justement, tu penses, et je me remets toujours en question sur ça, c'est bah, tu penses tout savoir sur un sujet, alors que non, c'est faux. Je pense que dans la vente, il faut avoir cet état d'esprit de toujours se remettre en question et de se dire bah, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne. Et si tu as un mentor, justement, c'est tout ce qu'il te dit, bah, si lui, il a 15 ans d'expérience de plus que toi, enfin, faut l'écouter. Et donc, du coup, on arrive sur bah, la fin de l'interview. Ouais, Si les personnes, en fait, elles veulent te contacter, comment elles ouais. font? Ah, le meilleur moyen, c'est LinkedIn, hein. Je pense que là, je vis, je mange, je dors LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, je répondrai sans souci. Ça marche. Je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description. Bah, du coup, bah, merci beaucoup bah, pour avoir accepté justement cette dernière interview. Et justement, je pense que terminer les épisodes sur bah, comment construire ta carrière dans la vente, je pense que c'est un thème super intéressant pour terminer parce que c'est, je pense, la base pour en fait réussir dans la vente. Ah, exactement. Bah, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir permis de parler de ce sujet qui nous tient au quotidien. Donc, et puis j'espère que ça pourra t'aider, aider d'autres personnes qui écoutent le podcast. Donc, merci beaucoup. Bah, ouais, ça m'a pas mal aidé et je pense qu'on pourra en discuter dans d'autres appels. Donc, bah, Clément, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Ouais, c'est Ciao.